Oui, bonjour tout le monde. Donc, comme Félix m'a bien présenté, mon nom est Maude Lapointe, puis je suis avocate depuis 2018, donc tout jeune, tout fraîchement sortie du barreau. Je me suis impliquée à la QDR en fait là, depuis assez longtemps. Tout au long de mes études, j'ai travaillé à la clinique d'information juridique ici qu'on a à la QDR. Donc, on donne de l'information juridique aux aînés qui en font la demande. Puis, par la suite, j'ai pratiqué dans un cabinet privé pour finalement revenir à mes premiers amours, soit la défense des droits des aînés. Donc, aujourd'hui, je suis là pour vous présenter la procuration, qu'on appelle souvent mandat ordinaire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager l'écran là, qui est le PowerPoint, en fait, sur lequel je vais me baser pour vous faire ma présentation. Et je crois également là, que vous l'avez peut-être reçu là, en tant qu'invité, donc vous pourrez toujours suivre. Donc, parfait, ça ne sera pas bien long. Voilà, je vais simplement l'agrandir, puis on va pouvoir commencer la présentation. Donc, la procuration, c'est un contrat légal essentiel. Comme je vous l'avais mentionné, la procuration, en fait, c'est souvent aussi ce qu'on appelle le mandat ordinaire. Donc, procuration, mandat ordinaire, ça signifie la même chose. Pour faire une définition tout simple, la procuration, en fait, c'est un contrat dans lequel vous donnez l'autorisation à une tierce personne d'agir en votre nom et de vous présenter dans des situations précises ou courantes. Donc, simplement question de vocabulaire. Quand on parle de mandant, le mandant, c'est la personne qui va donner le mandat et le mandataire est celui qui accepte. Donc, ça va être la personne qui va recevoir la procuration. Souvent, on va se questionner à savoir pourquoi est-ce qu'on devrait faire une procuration, c'est quoi les avantages. La procuration va souvent être nécessaire, par exemple, quand la personne, donc le mandant, va avoir de la difficulté à se déplacer ou si la gestion de ses actifs est trop complexe, par exemple, ou encore tout simplement parce que le mandant quitte en voyage ou pour une durée indéterminée, puis souhaite que ses biens soient gérés par quelqu'un. Avant d'aller plus loin, en fait, là, je voulais tester un peu vos connaissances par rapport à la procuration. Donc, j'ai un petit sondage. Je crois que c'est Félix qui va l'activer, qui peut peut-être prendre le relais là, pour... C'est ça, exactement. Donc, la question, c'est si je donne une procuration pour la gestion de mon compte bancaire, je ne peux plus le gérer moi-même. Donc, vous devez répondre vrai ou faux. Puis, on va voir... à date, ça a l'air d'être... Je vais laisser le temps à tout le monde de répondre. Donc, il y a 22 participants qui ont répondu jusqu'à maintenant. Il en reste environ quelques-uns, 25. Donc, il reste 2 participants à répondre. Ben, en fait, même s'il reste 2 participants, on peut continuer. En fait, je crois que ma question était un peu trop facile puisque tout le monde a répondu faux, ce qui est vraiment la bonne réponse. En effet, c'est pas parce qu'on donne une procuration qu'on laisse les rênes à la personne. Donc, on peut continuer d'avoir un droit de regard sur ce sur quoi on a donné une procuration finalement. Donc, sur cette question-là, en fait, ça mène à la seconde diapositive qui est les types de procuration. Donc, on va parler de ce qui s'appelle procuration générale versus procuration spécifique ou spéciale. Comme c'est mentionné dans la PowerPoint, une procuration générale, c'est vraiment plus une procuration qui est formulée en des termes généraux puis qui permet au mandataire d'agir largement quant à la gestion des moyens. Qu'est-ce qu'on veut dire par agir largement? C'est par exemple, si on donne une procuration concernant l'habitation, on fait même pas, on donne vraiment une procuration très générale, la personne pourrait signer un bail en votre nom, mais également décider d'engager des frais, par exemple, pour peinturer votre nouveau logement ou pour y effectuer des réparations sans que vous ayez vraiment donné un mandat spécifique. Donc, une procuration spécifique, puisqu'il s'agit d'une procuration générale. Donc, la personne peut vraiment aller assez loin dans sa prise de décision, alors que dans une procuration spécifique ou spéciale, on parle vraiment de
de tâches précises. Comme je le mentionnais, par exemple, ce serait de signer un bail, donc de vous trouver un hébergement. Signer un bail, cette personne-là, dans ce cas-là, elle ne pourrait pas, par exemple, engager des frais pour faire des réparations ou repeinturer. Ce serait vraiment simplement pour signer un bail selon les critères que vous lui avez donnés. Si vous lui donnez une procuration spécifique pour payer des factures, bien, elle doit se limiter à ça. Elle ne pourra pas décider de créer des nouvelles factures. Elle doit payer les factures qui sont courantes. J'ai mis l'exemple d'une vente de voiture, mais en fait, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que si jamais vous devez mandater quelqu'un ou donner une procuration à quelqu'un pour vendre votre voiture, il existe un modèle là, qui est fait sur le site de la Société de l'assurance automobile du Québec, donc de la SAAC. Puis, ce modèle-là est vraiment spécifique à la vente de voitures. Donc, vous pourriez le consulter là, plutôt que de faire une procuration selon le modèle de l'Autorité des marchés financiers qu'on va voir ensemble un petit peu plus tard. Il faut préciser aussi que dans les procurations générales, il y a deux types d'administration. Là, on rentre un petit peu plus dans le langage juridique, c'est-à-dire la simple administration versus la pleine administration. Ce que je veux dire, c'est que la simple administration, en fait, c'est lorsque on mandate la personne pour gérer les affaires courantes. Donc, la simple administration, ça va vraiment être de payer les factures. Ça va être de conserver vos biens. Alors que la pleine administration, ça va être plutôt de faire fructifier vos biens. Donc, la personne va pouvoir, le mandataire va pouvoir elle va pouvoir hypothéquer, elle va pouvoir vendre votre maison, par exemple, sans avoir nécessairement une autorisation spéciale du tribunal. Elle va pouvoir faire des placements risqués aussi. Alors que lorsque vous donnez une procuration générale de simple administration, la personne ne peut pas vendre vos biens de valeur comme une maison sans une autorisation spéciale versus la pleine administration où elle peut le faire sans la dite autorisation. Avant de continuer, j'avais déjà un deuxième sondage. Simplement, j'aime ça sonder vu que c'est en webinaire. Des fois, c'est un petit peu plus difficile de voir le pouls du public. Donc, j'avais un deuxième sondage qui est encore un vrai ou faux. Donc, est-ce qu'une procuration demeure valide même si je deviens inapte? Donc, je vous invite à répondre. Parfait. Donc, 25 personnes ont encore répondu cette fois-ci. On voit que dans ce cas-ci, les résultats sont un petit peu plus partagés. Donc, on a 28 pour vrai, puis 72 pour faux, donc 7 et 18. En fait, ça nous mène directement à la prochaine diapositive, ce que la procuration n'est pas. Ceux qui ont répondu vrai, donc en fait, c'est important de comprendre que une procuration ne demeure pas valide, en fait, devient invalide lorsqu'on leur devient inapte, puisqu'il faut faire là, une nuance importante avec ce qu'on appelle le mandat de protection en prévision de l'inaptitude. Puis ça, c'est un mythe qu'on voit énormément. En fait, en travaillant à la QDR, puis en donnant de l'information juridique aux aînés, on se rend compte beaucoup que la procuration et le mandat de protection en prévision de l'inaptitude, ou le mandat de protection, pour raccourcir le terme, c'est souvent deux outils qui sont confondus. C'est bien important de savoir qu'une procuration, ce n'est vraiment pas un mandat de protection. En fait, la procuration, elle est faite lorsque la personne est apte, puis elle demeure valide tout aussi longtemps que la personne demeure apte. Toutefois, si le mandant, donc la personne qui vous a donné la procuration, par exemple, devient inapte ou est déclaré, par exemple, avec un diagnostic d'Alzheimer ou de maladie dégénérative, à ce moment-là, la procuration ne sera plus acceptée. C'est plutôt le mandat de protection en prévision de l'inaptitude qui va prendre le relais. En fait, qu'est-ce que c'est un peu là, ce mandat de protection en prévision de l'inaptitude? C'est quand même un outil là, qui est de plus en plus connu. C'est un mandat de protection. En fait, ça vous permet de nommer un ou des individus qui vont administrer vos biens et veilleront sur votre personne. Donc, ça dépasse la gestion des biens comme la procuration, c'est vraiment aussi la gestion de votre bien-être, de veiller à ce que vous recevez, par exemple, tous les soins requis. Donc, c'est
le domaine finalement du mandat de protection, mais comme je l'ai dit plus tôt, c'est vraiment seulement lorsque la personne est déclarée inapte. De plus, comme c'est mentionné, ça prend effet de votre vivant si vous êtes déclaré inapte, puis il va s'éteindre à la fin de l'inaptitude ou lors du décès. Ce qui est important de savoir, c'est que le mandat de protection, en fait, contrairement à la procuration, vous signez le papier, soit devant un avocat ou un notaire, ou vous le faites vous-même, comme on va en discuter un petit peu plus tard, et c'est valide. Alors que le mandat de protection, pour être valide, il doit passer un processus judiciaire qu'on appelle l'homologation. Donc, sans rentrer un petit peu dans les détails, c'est que vous devez vous adresser à un juge pour vous assurer que le mandat de protection est valide et que la personne est effectivement inapte. Alors, à ce moment-là, le mandat de protection va prendre effet. Alors que si on compare à la procuration, on n'a pas besoin là, de passer devant un juge avec une procuration pour vérifier sa validité. Elle est valide lorsqu'elle est signée en bonne et due forme. Il est important aussi là, de savoir que vous pouvez nommer les mêmes personnes dans votre mandat de protection et dans votre procuration, puisqu'elles ne prennent pas effet là, en même temps. Elles ne se chevauchent pas finalement. Donc, par exemple, si vous souhaitez que votre fils gère vos biens alors que vous êtes encore inapte ou que votre mère souhaite vous nommer mandataire finalement dans une procuration, ça ne l'empêche pas de vous nommer également dans votre mandat dans son mandat de protection. Donc, l'un n'empêche pas l'autre. On peut nommer la même personne. Souvent, c'est une notion qui est quand même assez bien comprise, mais simplement pour le préciser, l'inaptitude, en fait, c'est souvent, on associe beaucoup ça là, aux maladies dégénératives, donc tout ce qui est l'Alzheimer, mais aussi les cas où une personne pourrait être dans un coma prolongé, par exemple. Donc, à ce moment-là, ce n'est pas la procuration qui va être valide, c'est vraiment le mandat de protection. Donc, c'est bien important de comprendre que les deux outils sont complémentaires, si on peut dire ça comme ça, mais qu'ils ne seront jamais effectifs en même temps. Donc, vous ne pouvez pas vous dire, j'ai signé une procuration si il m'arrive quelque chose du genre une maladie qui pourrait me rendre inapte. J'ai ma procuration, tout est beau, ben c'est pas le cas. Donc, c'est pour ça que c'est également important d'avoir un mandat de protection. On va aussi faire la différence avec un testament. Dans la procuration, vous ne pouvez pas là, déléguer vos biens, nommer la personne qui va liquider vos biens à la suite de votre décès, parce que la procuration prend fin lorsque vous décédez, alors que le testament, lui, va prendre effet à partir de votre décès. Donc, le testament, comme vous le savez certainement, c'est l'outil qui vous permet là, de prévoir la dévolution de vos biens et nomme un responsable du règlement de votre succession qu'on va appeler le liquidateur. Donc, c'est un peu, si on peut me permettre l'expression, le mandataire de votre succession, finalement. C'est lui qui doit liquider votre succession. Le testament aussi, ça, même si on parle de procuration ce soir, je trouve que c'est important de le préciser, le testament est confidentiel. Donc, vous n'avez pas à le montrer à personne de votre vivant. C'est un document là, qui vous appartient puis qui va être connu de vos héritiers ou de vos proches seulement qu'à votre décès. Donc, vous n'avez aucune obligation, en aucun cas, de le montrer à une personne ou à un autre, peu importe les raisons qu'il vous demande. C'est vraiment un document qui est confidentiel. Je voulais aussi faire une petite distinction avec le mandat domestique. En fait, ça, le mandat domestique n'est pas présenté sur leur PowerPoint. C'est quelque chose que j'ai décidé d'ajouter un petit peu plus tard. Le mandat domestique, en fait, c'est un mandat qui existe entre les époux ou les personnes unies civilement. Donc, ça n'existe pas entre les conjoints de fait. C'est bien important. Il faut être unis civilement ou marié. Puis, ça permet, là, cette union-là, en fait, permet de créer l'existence d'un mandat entre les époux. Le mandat domestique, en fait, ce que c'est que, par exemple, un époux peut prendre des décisions pour la maisonnée, si on peut dire ça comme ça, sans avoir l'accord de l'autre époux. Par exemple, le mari pourrait décider d'engager un plombier pour effectuer des réparations dans la maison sans consulter nécessairement son épouse. Mais les deux demeuraient quand même responsables de la facture du plombier à la fin, puisqu'il y a ce qu'on appelle un mandat domestique. Par exemple, si mon mari demande à avoir un plombier pour réparer un tuyau qui coule dans la salle de bain,
puis le plombier remet la facture à mon mari, il lui dit « je vais la payer plus tard », puis finalement mon mari décède ou il arrive un malheur, ben le plombier pourrait me demander de payer la facture puisqu'il y a ce qu'on appelle le mandat domestique. Donc, on présume que c'était avec mon accord, que cette facture-là a été engagée avec mon accord, puis que, c'est ça, je demeure responsable un peu de ce que mon époux a engagé comme frais par rapport à la maisonnée. Donc, c'est vraiment pour les affaires courantes. Là. Ça pourrait pas être, par exemple, mon époux s'est acheté une voiture sport décapotable. C'est pas ça. C'est vraiment plus pour l'entretien de la maison, les affaires courantes de la famille. Donc, parfait. On va pouvoir passer à la prochaine diapositive. Donc, le mandataire, c'est, comme je l'ai mentionné au début, c'est la personne qui est nommée dans votre procuration. Donc, si on se met à la place du mandant, donc la personne qui écrit la procuration, elle doit choisir un mandataire. Le mandataire, en fait, là, ça doit vraiment être une personne de confiance, puisque c'est quand même elle là, qui va s'occuper de gérer vos biens. On recommande aussi également, là, dans certains cas, de nommer un professionnel ayant l'expertise nécessaire pour accomplir les tâches confiées. Ce qu'on veut dire par là, c'est que l'avantage de nommer un professionnel, surtout là, par rapport à si vous avez des actifs importants ou si c'est pour la vente de votre maison, habituellement, c'est toujours mieux de mandater un professionnel. Ça vous permet de bénéficier de certaines protections. En effet, il y a plusieurs professionnels qui sont soit ils doivent respecter leur ordre professionnel ou qui ont un organisme d'encadrement, donc qui sont comme l'AMF, par exemple. Je fais ici aussi référence avec les ordres professionnels à tout ce qui est avocat, notaire, CPA. Si vous donnez une procuration à ces professionnels-là, ils ont un code de déontologie à respecter. Quand on parle aussi d'un professionnel, vous pouvez, simplement pour clarifier, vous pouvez nommer un professionnel dans votre procuration pour qu'il soit le mandataire. Par exemple, vous mandatez un agent immobilier finalement pour vendre votre maison. Souvent, eux, ils ont des contrats déjà tout préfaits qui leur permettent de faire ces actes-là pour vous. Mais ce que je veux dire aussi par un professionnel en ayant l'expertise nécessaire pour accomplir les tâches confiées, il peut aussi être intéressant de retenir, par exemple, les services d'un avocat pour rédiger une procuration dans laquelle vous voulez mandater une personne de confiance. Par exemple, vous voulez mandater votre fils pour gérer vos biens, mais vous voulez que votre procuration soit vraiment claire, qu'elle respecte vos souhaits. Donc, à ce moment-là, surtout si vous avez, par exemple, des actifs importants, ça peut être intéressant d'aller voir un avocat ou un notaire pour avoir des conseils juridiques sur quoi prévoir dans la procuration. Donc, il ne faut jamais là, oublier qu'il existe des professionnels qui sont formés, qui peuvent vraiment vous donner des conseils pour éviter là, des situations fâcheuses. Parce que, comme on va le voir, le mandataire a, oui, l'obligation d'agir avec prudence, diligence, et loyauté et honnêteté, mais il ne faut pas oublier que le mandataire agit en votre nom. Donc, vous êtes lié par ce que votre mandataire fait. Par exemple, pour donner un exemple justement de l'importance de bien rédiger une procuration, vous donnez une procuration spécifique à votre fils pour vous trouver une résidence. Donc, vous lui demandez où vous êtes, c'est ça. Donc, vous lui demandez de vous trouver un logement dans une résidence privée pour aînés. Puis, c'est ce que la procuration prévoit. Donc, votre fils commence à magasiner, puis finit par trouver une résidence, un logement dans une résidence qu'il trouve vraiment super, un nouveau développement incroyable. Il dit, ma mère va être bien là. Et il décide de signer le bail, ce qui est tout à fait correct, parce que dans la procuration, c'est précisé signer un bail avec une résidence privée pour aînés. Donc, il respecte sa procuration. Votre fils revient vous voir, puis il vous dit, voilà, j'ai signé un bail et tout. Puis, le loyer est de 3 000 $ par mois. Mais dans votre cas, 3 000 $ par mois, c'était pas du tout dans votre budget. Votre budget était plutôt environ de 1 800 $ par mois, puis 3 000 $ par mois, ben, vous y arriverez pas. Mais même si votre fils n'a pas fait par exprès, même si votre fils a signé ce bail-là, vous en demeurez responsable parce qu'il a utilisé une procuration qui était valide. Donc, la résidence pourra vous réclamer les mois de loyer parce que, veut pas, vous avez signé un bail, vous êtes responsable du bail pour sa durée. Le bail a été signé en bonne et due forme avec une procuration qui était valide. Donc, c'est pour ça que si on donne une procuration spécifique pour la signature d'un bail,
peut être pertinent de mentionner, par exemple, le loyer maximum. Là, ici, mon exemple, c'était vraiment dans le cas où le mandataire respectait le mandat qui lui était confié. Donc, dans ce cas-ci, c'était un mandat qui était précis, mais pas assez. Mais si un mandataire, par exemple, dépasse le mandat qui lui est confié, par exemple, vous avez plusieurs immeubles, puis vous avez mandaté quelqu'un pour aller récolter les loyers. La personne récolte les loyers, puis c'est vraiment une procuration spécifique. Son seul travail à elle, c'est de récolter les loyers en votre nom. Elle récolte les loyers, puis là, elle se rend compte que dans l'entrée d'un des établissements, il y a du plâtre qui décolle du plafond, puis elle décide d'engager un maçon et de faire réparer le plafond. Ici, clairement, le mandataire a outrepassé son mandat. Donc, la personne qui a donné le mandat, le mandant, n'est pas responsable des agissements du mandataire parce que lui, tout ce qu'il devait faire, c'était récolter les loyers, puis c'est lui qui a décidé d'engager un maçon pour réparer le plafond, dans mon exemple. Donc, dans ce cas-ci, le mandant pourrait dire, la personne qui a donné la procuration pourrait dire, moi, je ne t'avais pas demandé de faire ça, donc débrouille-toi avec la facture. Ce qui n'est pas le cas du premier exemple où le fils avait respecté la procuration, soit celle de trouver une résidence pour la personne. Donc, c'est là qu'on peut voir que retenir les services d'un professionnel peut vraiment être pertinent, surtout lorsqu'on voit là, les petits, avec mes exemples, là, les nuances qu'une précision peut avoir. On va passer à la prochaine diapositive pour le mandataire. Puis comme Félix l'a mentionné, là, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire là, dans le chat, puis ça va me faire plaisir là, d'y répondre là, à la toute fin. Donc, on va passer à que doit-on prévoir dans une procuration. Donc là, je vais quitter un peu le PowerPoint, puis je vais aller ouvrir la procuration, le modèle de l'AMF, qu'on va pouvoir regarder ensemble, puis je vais vous faire mes commentaires au fur et à mesure. Donc, je vais simplement quitter mon PowerPoint. Je vais l'abaisser. Puis, je vais ouvrir. Parfait. Donc, ça, je vais juste passer ça. Désolée. Voilà. Donc, je vais prendre une gorgée d'eau aussi. Ce ne sera pas bien long. Parfait. Donc, que doit-on prévoir finalement dans une procuration? Donc, on va faire le tour ensemble point par point. Puis, comme je vous l'avais mentionné tantôt, je vais pouvoir vous faire les commentaires. Donc, ce modèle-là est disponible. En fait, on vous l'a envoyé, mais il est disponible sur le site Internet de l'Autorité des marchés financiers, donc l'AMF. Puis, vous pouvez aller consulter aussi avec le guide qu'on vous a envoyé. Mais le modèle, plutôt, il existe un guide. Donc, toute l'information que je vous donne ce soir, oui, vous avez le PowerPoint, mais vous pouvez avoir une version encore plus complète sur le site de l'AMF qui commente là, chacune des sections qu'on va voir ce soir ensemble. Donc, la première cette section-là, en fait, c'est comme un formulaire que vous pouvez soit remplir ou soit prendre comme modèle. Donc, par exemple, vous pourriez, c'est tous les éléments qui doivent se retrouver dans une procuration. Donc, vous pourriez prendre un fichier Word ou une feuille de papier, puis vous assurer tout simplement que tous les éléments qui sont dans le formulaire sont sont aussi dans vos documents que vous écrivez vous-même. Donc, ça, c'est une première option. Ou la deuxième option, c'est simplement de remplir le formulaire que vous imprimez finalement. Donc, la première partie, l'identification de la personne qui donne la procuration. Comme on l'a dit tantôt, c'est le mandant. Donc, vous devez écrire vos coordonnées pour être certaine que c'est bien la bonne personne là, qui donne le mandat finalement. Après ça, il est bien important d'identifier la personne qui va recevoir le mandat, donc en mettant son nom, son adresse, son numéro de téléphone. Puis comme vous le mentionnez ici, par exemple, ça c'est « je », donc le mandant, désigne par les présentes la personne choisie en tant que mandataire pour agir en mon nom et poser les actes permis en vertu de la présente loi. Donc, parfait. À la section C, en fait, identification et désignation d'un mandat remplaçant. En fait, ça, c'est une section qui est optionnelle. Vous n'êtes pas obligé de la compléter. Comme l'AMF le mentionne, si votre mandataire cesse d'agir ou n'est plus capable d'agir, la personne suivante le remplacera automatiquement lorsqu'elle acceptera le mandat par écrit. Toutefois, si vous ne prévoyez pas, en fait, de remplaçant, c'est tout simplement que lorsque les
les situations qui sont écrites un petit peu plus haut vont se présenter, bien la procuration va cesser d'avoir effet, puis vous devrez en rédiger une nouvelle avec un nouveau mandataire. Mais c'est pas non plus là, une section qui est obligatoire, là, comme je le mentionnais. La section D, qui est révocation d'une procuration antérieure. Ça, c'est important. Là, comme l'AMF le conseille ici, vous devriez mettre fin à toutes vos procurations antérieures. En fait, c'est encore plus vrai si les pouvoirs que vous avez octroyés dans cette procuration-là se dédoublent. Donc, que vous octroyez les mêmes pouvoirs 2 fois. Par exemple, vous avez octroyé une première procuration pour la gestion de votre compte en banque, puis là, vous signez une deuxième procuration avec une deuxième personne pour la gestion de votre compte en banque également, sans révoquer celle qui est antérieure, eh bien, ça pourrait causer là, des situations fâcheuses où 2 personnes vont devoir prendre des décisions, puis ces 2 personnes-là s'entendront peut-être pas. Donc, il est toujours mieux d'avoir une seule procuration par mandat, ben pas par mandat, comment est-ce que je pourrais dire, une seule procuration finalement par objet. C'est sûr que ça n'empêche pas de nommer plusieurs mandataires, mais à ce moment-là, si vous en nommez 1 ou 2, il faut être certain que c'est des personnes qui vont être capables de communiquer de 1 ou prévoir là, un moyen de prise de décision si jamais les personnes ne peuvent pas s'entendre. Donc, s'ils sont 2, bien, qui va trancher finalement? De plus, lorsque vous révoquez une procuration antérieure, même si vous le mentionnez dans la nouvelle procuration, il est toujours pertinent d'appeler ou de demander à la personne à qui vous avez donné la procuration par le passé de vous remettre l'original de la procuration et lui mentionner que vous lui enlevez le mandat là, de gérer vos biens, par exemple. Donc, c'est important de récupérer les originaux de la précédente procuration que vous avez révoquée. Pour les pouvoirs conférés, là, on rentre vraiment dans le vif du sujet. On dit généralement là, que plus la valeur des biens visés par la procuration est importante, plus il est recommandé là, de retenir les services d'un juriste là, pour encadrer là, la rédaction d'une procuration. Comme je vous l'avais mentionné tantôt, la ligne est mince entre signer un bail puis signer un bail dans mon budget. Donc ici, l'AMF a mis plusieurs exemples. Donc, payer votre loyer ou votre prêt hypothécaire. Donc, c'est important, par exemple, de préciser le montant, la fréquence, les échéances. Pour payer vos factures courantes, il précise chaque bénéficiaire, fournisseur, le montant maximal à verser, la fréquence, les échéances. Donc, on voit qu'on va vraiment là, dans la précision. On est moins dans la procuration générale. De plus, là, on va le voir un petit peu plus tard, mais il est toujours préférable pour les procurations de prévoir des mandats spécifiques plutôt que généraux pour éviter justement les situations d'abus ou de maltraitance financière. Puis, en temps aussi, par exemple, si vous êtes la personne qui recevait la procuration, donc le mandataire, c'est intéressant d'avoir des tâches claires, des directives qui sont claires pour éviter là, tout imbroglio ou toute mésentente sur le futur. Comme par exemple, je reprends encore la situation que je vous ai présentée auparavant. Le fils qui a signé un bail pour sa mère en se disant « ma mère va être bien ici », mais c'est un loyer qui est beaucoup trop cher pour sa mère. Donc, finalement, ils se sont tous les deux un petit peu mis là, dans le pétrin, si on peut dire ça comme ça. Par la suite, on parle aussi de vendre certains de vos biens, donc d'écrire les biens, gérer votre immeuble à revenus, donc prévoir un petit peu qu'est-ce qui est prévu qu'est-ce que ça veut dire gérer votre immeuble à revenus. Donc, on conseille vraiment là, d'aller dans la précision. Ici, ce n'est pas une liste à cocher, là, c'est vraiment des exemples. Puis, par la suite, vous devez compléter ici, puis rédiger les pouvoirs que vous conférez à votre mandataire. Si on continue dans limites et conditions de la procuration, en fait, préciser l'étendue de la procuration, c'est assez important aussi. Donc, par exemple, vous pourriez prévoir le montant maximal des transactions que peut effectuer le mandataire sans votre consentement. Pour ce qui est d'effectuer, par exemple, des opérations dans un compte bancaire, on devrait préciser c'est quel compte, la limite du montant par transaction, le nombre maximum de transactions, etc. Donc, ça permet ici, en précisant, par exemple, le montant maximal des transactions, d'éviter de se faire vider un petit peu son compte en banque, si on peut dire ça comme ça.
Donc, on peut préciser là, des modalités comme ça. C'est important aussi de savoir que là, on parle beaucoup de compte en banque, de gérer mes factures, etc. Mais il faut savoir aussi que généralement, les institutions financières vont avoir leur propre modèle de procuration. Puis que si vous voulez donner un mandat dans votre compte bancaire, généralement, vous allez devoir respecter les protocoles de votre institution financière. Souvent, vous et la personne que vous souhaitez nommer doivent se présenter à l'institution financière ou c'est leur formulaire spécifique à eux qui doivent être remplis. Donc, si vous voulez donner une procuration vraiment pour la gestion de votre compte bancaire, il peut être pertinent là, de s'adresser en premier à votre institution financière parce que souvent, ils ont leur propre modèle là, à respecter. Par la suite, on parle ici inventaire des biens. Ça, c'est dans le cas là, où vous donnez vraiment des pouvoirs qui sont assez généraux. Donc, administrer les biens ou de les vendre, les hypothéquer. On recommande de faire un inventaire pour savoir qu'est-ce que vous aviez au début du mandat, puis qu'est-ce qu'il y avait à la fin du mandat. Donc, ça permet d'avoir un portrait exact de la situation. C'est sûr que là, on parle vraiment dans le cas où c'est une procuration assez large, assez générale, donc de gérer les biens. Par exemple, je dirais qu'un inventaire pourrait être pertinent dans le cas où je m'en vais faire le tour du monde pendant 2 ans, puis j'ai des biens ici et pendant mon absence, je donne une procuration générale avec la pleine administration à mon frère pour qu'il s'assure là, de mon patrimoine que j'ai laissé au Québec pendant mon tour du monde. C'est sûr que mon exemple est plus ou moins réaliste quand on regarde la situation dans le monde en ce moment, mais bon, peut-être dans un certain futur, mon exemple fonctionnera. Donc, à ce moment-là, ça serait très pertinent de me demander à mon frère de faire un inventaire au début de la procuration. Puis, moi, quand je vais revenir, je vais pouvoir le valider, qu'est-ce qui s'est passé. L'inventaire, en fait, c'est très lié aussi avec les fréquences et modalités pour rendre des comptes. Donc, en fait, s'il y a un inventaire qui est fait au début, puis que mon frère me rend des comptes, par exemple, à chaque mois sur l'administration de mes biens, ça va être plus facile là, de savoir qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'il a vendu ma maison? Est-ce qu'il a réhypothéqué? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, ça va pouvoir permettre d'avoir un meilleur suivi. Comme on l'a vu tantôt au début du sondage, c'est pas parce que je donne une procuration que j'ai plus de droit de regard. Donc, c'est important de garder ça en tête. Donc, quand on parle justement des modalités pour rendre des comptes, c'est aussi ce qu'on appelle la reddition de compte, finalement. Donc, comme c'est précisé ici par l'AMF, vous pouvez en tout temps demander des renseignements à votre mandataire. Donc, c'est pas parce que vous avez donné une procuration que vous devez vous fermer les yeux sur l'administration de vos biens. Au contraire, c'est recommandé de toujours garder un œil sur ce qui se passe. On recommande également en général de ne pas dépasser 1 année dans la reddition de compte. Donc, tout dépendamment de l'ampleur du patrimoine que la personne a à gérer, ça peut être à chaque mois, ça peut être tous les 2, 3, 4 mois, chaque année, au 31 décembre de chaque année ou une autre date là, selon ce que vous préférez ou selon votre situation. La reddition de compte, vous pouvez également demander à ce que soit joints des documents. Par exemple, si on reprend l'exemple de moi qui suis partie faire le tour du monde et que mon frère gère mes biens, je pourrais lui demander un relevé de mes listes de transactions, des pièces justificatives, des factures, justement, qu'il a dû acquitter. Si des honoraires sont payables au mandataire, des copies justificatives. Donc, ici. Puis ici, on pourrait aussi également nommer une 3e personne, en fait, qui va s'occuper de gérer la reddition de compte. Comme par exemple, moi, pour continuer avec mon exemple de tour du monde, si je suis partie par le tour du monde, mais j'ai peut-être pas le temps là, de regarder la reddition de compte de mon frère, puis il y a des choses qui pourraient m'échapper. Donc, je pourrais, par exemple, nommer ma sœur qui pourrait recevoir la reddition de compte de mon frère, puis s'assurer que tout se passe bien finalement dans mon patrimoine. Ici, à la section I, la rémunération du mandataire, comme je le mentionnais, il s'agit d'un modèle, puis vous n'avez pas à compléter là, toutes les sections ou à utiliser toutes les sections là, qui sont présentées. La rémunération du mandataire, en fait, c'est quelque chose qu'on va voir surtout lorsqu'on mandate là, un professionnel, mais généralement, là, le mandat va être, quand on mandate ses enfants, par exemple, ça va souvent être exécuté à titre gratuit.
Toutefois, il n'y a rien qui empêche non plus de vouloir donner une somme forfaitaire ou un taux horaire aussi, ici, à autre précisé, à la personne que vous avez nommée, notamment là, pour la dédommager là, du temps qu'elle prend à prendre soin de votre patrimoine. Puis, ici, on voit aussi, puis ça, en fait, vous ne pouvez pas vraiment y échapper. Les dépenses engagées par mon mandataire, ils seront remboursées sur présentation de pièces justificatives suffisantes jusqu'à concurrence de, et ça, même si le mandat est accompli à titre gratuit. Donc, ici, là, on peut aussi également souhaiter que le mandataire, finalement, se fasse rembourser certains frais plutôt que de recevoir des honoraires. Donc, par exemple, si mon mandataire doit vendre une maison ou un chalet plutôt, doit vendre un chalet qui est à l'extérieur, puis doit se déplacer, faire de nombreux allers-retours, mais je pourrais décider de lui rembourser son essence jusqu'à concurrence de X montant. Finalement, on arrive à la fin de la procuration. Donc, ici, on fait vraiment la liste des événements qui font en sorte qu'une procuration prendra fin. C'est pas une liste à cocher comme on l'a vu tantôt. En fait, on voit ici que la procuration va prendre fin à la date de la fin de la procuration. Ce qui est important de préciser, c'est que dans votre procuration, vous pouvez prévoir une date de fin. Elle n'est pas là, obligée de durer pour toute la vie. Si vous avez une procuration spécifique, par exemple, signer un bail avec une résidence privée pour aînés, à ce moment-là, une fois que le bail va être signé, bien, la procuration va cesser d'exister, elle prendra fin. S'il est impossible pour le mandant et le mandataire d'exécuter leurs obligations en raison d'une force majeure, donc une force majeure, en fait, c'est ce qu'on appelle, par exemple, comme un tremblement de terre. Au Québec, on ne peut pas vraiment dire une tempête de neige, ça ne fonctionne pas, c'est pas une force majeure, mais on pourrait dire, par exemple, un tsunami ou ce genre de choses-là, qui fait en sorte que la personne physiquement est impossible, dans l'impossibilité finalement d'accomplir ses tâches. Ça peut être lorsque le mandat est révoqué, donc on l'a vu tantôt quand on révoque les procurations antérieures. Il faut savoir aussi que le mandataire, donc la personne que vous avez nommée, peut décider de renoncer à la procuration. Donc, si elle décide que la gestion de ses biens ou que sa situation change et que ça devient trop pour elle, elle peut décider de dire non, je renonce à la procuration, puis c'est ça. Donc, le mandant va devoir trouver une nouvelle personne, un nouveau mandataire. La procuration prend fin, bien entendu, au décès du mandant ou du mandataire. Si également le mandant ou le mandataire fait faillite, la procuration va prendre fin. Puis, comme on l'a mentionné tantôt, si le mandant ou le mandataire devient inapte, à ce moment-là, la procuration va prendre fin également aussi, puisque la procuration ne peut pas exister lorsqu'il y a de l'inaptitude. Puis, pour d'autres raisons, ici, on pourrait préciser autre chose. Donc, ici, on voit ce dont on avait parlé tantôt. Donc, la présente procuration prend effet à sa date de signature et se termine là. Donc, c'est ici que vous pourriez prévoir une date de fin. Vous pourriez également prévoir un renouvellement, par exemple, pour une période d'une année supplémentaire. Ici aussi, c'est très intéressant, c'est qu'on prévoit que le mandataire devra également me remettre tous les originaux qu'il détient de la procuration. Ça, c'est une mention qui serait très pertinente, en effet, parce que on a déjà vu par le passé certains cas où des personnes utilisaient des procurations qui avaient été révoquées, mais qui ont pu faire bien du mal avec cette procuration révoquée qu'ils tenaient encore dans leurs mains. Parce qu'il faut savoir qu'il n'existe pas de registre des procurations ou de façon de savoir si la procuration est valide ou pas. Donc, de demander les originaux de la procuration puis de les détruire soi-même, c'est vraiment la meilleure façon là, de mettre fin à la procuration. Dans le cas, par exemple, de la gestion dans une institution bancaire, c'est important d'appeler l'institution bancaire pour mentionner que vous avez révoqué la procuration, puis s'assurer qu'elle ne sera pas utilisée auprès de votre institution bancaire. Puis finalement, la partie la plus importante, faut savoir que si vous avez fait une procuration, mais que personne la signe, ben elle sera pas valide. Là. Je veux dire, c'est important que le mandant et le mandataire signent la procuration. Le mandant en disant oui, je donne la procuration à telle personne, puis la signature du mandataire.
qui dit que oui, il accepte. Vous allez également voir ici, on mentionne qu'il est important d'avoir un témoin. Donc, le rôle du témoin, en fait, ça consiste essentiellement à constater que le mandant n'est pas inapte et à le protéger contre la pression indue. Dans ce cas-ci aussi, là, on prévoit aussi un témoin. Donc, il y a 2 témoins en tout. Le témoin, c'est assez important. Justement, ça donne une force supplémentaire à votre procuration, surtout si c'est une procuration que vous avez rédigée vous-même, qui n'est pas devant un notaire ou un avocat. Puis, ça permet aussi là, de donner une plus-value finalement à la procuration, puis à respecter là, sa conformité. Donc, c'est des éléments qui sont essentiels à la rédaction d'une procuration. Puis bien entendu, on mentionne que le témoin ici ne devrait pas avoir de lien là, avec l'un ou l'autre de vos mandataires. Puis finalement, ici on mentionne, ce qui est pertinent, la présente procuration a été assignée en, là on pourrait écrire le nombre de copies originales numérotées. Pour être valide, cette procuration doit être présentée sous forme de papier et comporter les signatures originales. Donc, en mentionnant ça, puis en reprenant votre procuration originale, si jamais vous la révoquez, votre mandataire ne pourrait pas utiliser une copie de la procuration. C'est vraiment seulement l'original qui est valide. Puis, on rajoute même que pour vérifier sa validité, toute personne doit communiquer avec le mandant. Donc, finalement, je vais simplement retourner au PowerPoint. Je vais l'ouvrir. Parfait. Donc, pour revenir au PowerPoint, je vais le remettre comme ça. Parfait. On voit que la procuration, au fil de mes explications, c'est vraiment un bel outil, mais c'est un outil à double tranchant. C'est important de comprendre l'ampleur d'une procuration, de comprendre le rôle que ça comporte, mais aussi les obligations, autant pour le mandant et le mandataire. Parce que oui, la procuration est un bel outil, mais la procuration, c'est aussi un outil qui mène souvent à certains abus ou liés à l'utilisation d'une procuration. Souvent, plus la procuration va être générale, plus la porte va être ouverte un peu à l'abus. C'est pour ça que on dit que c'est important de nommer une personne de confiance, mais c'est ça, faut vraiment faire attention, puis on va privilégier la procuration spécifique à la procuration générale pour justement éviter ces situations d'abus-là. On va aussi décrire avec clarté et précision les actes confiés. Donc, des fois, c'est mieux d'être plus précis que pas assez. Et effectuer un suivi régulier et attentif, c'est pas parce que vous permettez à quelqu'un de faire certaines transactions bancaires que vous ne devez plus regarder votre compte bancaire. On va également recommander là, de prévoir une date de fin de la procuration, puis également la question à se poser finalement, puis que je vous soulève, c'est est-ce que la procuration est vraiment nécessaire? En fait, dans certains cas, oui, elle va être nécessaire, puis c'est tout à fait parfait d'avoir une procuration. Toutefois, puis ça, c'est l'exemple que je donne tout le temps, si vous voulez donner une procuration pour justement le paiement de vos factures courantes, vous pouvez contacter avec votre institution bancaire puis simplement prévoir des prélèvements automatisés ou des virements pré-autorisés pour le paiement de vos factures, finalement. Donc, ça permettrait d'éviter de donner à quelqu'un une procuration pour avoir accès là, à vos comptes bancaires. Si jamais il est un petit peu trop tard, bien, on vous propose aussi des pistes de solutions. Il est possible là, justement de communiquer avec votre institution financière pour vous aider en cas de doute si vous trouvez qu'il y a des transactions qui sont frauduleuses, puis vous ne savez pas trop si c'est votre mandataire ou pas qui les a fait. Si vous perdez confiance en la personne que vous avez nommée, bien, à ce moment-là, ce serait vraiment important de révoquer la procuration et de demander tous originaux. C'est sûr aussi que vous pouvez discuter avec la personne de ce qui s'est passé. Parfois, ça peut être une mésentente, mais dans le cas où c'est vraiment là, de l'abus ou qu'il y a des pressions indues qui sont faites sur vous, à ce moment-là, vous ne devez pas hésiter à communiquer là, avec des lignes d'écoute qui existent, là, comme par exemple la ligne Aide à but année qui pourrait là, justement là, permettre là, de vous aider puis de vous outiller là, dans la gestion de votre procuration. Puis,
ben là, malheureusement, elle se rendu à ce moment-là de la maltraitance. Donc, c'est ça, comme on en a parlé, la procuration, c'est vraiment un bel outil, mais c'est un outil qu'il faut bien connaître. Puis avant de signer une procuration comme ça sur un coin de table, c'est important de vraiment y réfléchir, de peser ses mots. Puis, parfois, ça peut être vraiment... ça peut vous éviter des situations fâcheuses si, avant qu'un problème se présente, vous consultez un juriste ou des professionnels, soit pour les mandater ou soit pour savoir comment rédiger la procuration. Justement, penser à des choses auxquelles vous n'auriez pas pensé. Je reviens toujours avec le même exemple, mais l'exemple de j'ai autorisé mon fils à signer un bail de logement, mais je lui ai pas précisé de budget. C'est une situation qui est vraiment triste, mais c'est une situation qui peut arriver si on ne voit pas tous les éléments essentiels d'une procuration. Merci à tous les participants.